Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 21 novembre 2023 et c'est l'épisode 343. Guillaume le disait juste avant qu'on lance l'enregistrement, il y a des odeurs de télé-réalité en ce moment dans l'actu de la tech. C'est la folie en ce moment avec donc à la tête d'OpenAI, l'entreprise, vous le savez, qui a propulsé ChatGPT dans un partenariat serré avec Microsoft, qui au passage contrôle la boîte à 49%, a viré son dirigeant, Sam Altman. Alors en quelques jours, le comité de direction l'a viré, a étudié son retour, confirmé sa décision, ayant, je cite, perdu toute confiance. On n'aurait vraiment pas pu imaginer cette situation, je pense, il y a même de cela une semaine, mais Sam Altman a entre-temps eu alors même une proposition de recrutement de la part de Microsoft. L'histoire ne fait probablement que commencer. L'histoire de ce week-end dans le domaine de la tech est intense, on va vous en parler, et puis on va aussi forcément vous parler encore et toujours d'intelligence artificielle qui fait toujours le pouls de l'actualité d'une autre manière que par les côtés people, avec la création en Europe et plus précisément à Paris de Kyutai. Quel nom, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle financé entre autres par Xavier Niel, qui est le patron de Iliad, de Free, et par Eric Schmidt, l'ex-patron de Google. Alors qu'est-ce qu'on doit en attendre ? Est-ce que cet organisme pourrait permettre à la France et à l'Europe de rattraper son retard ? On va en parler ensemble. Et puis, on a aussi d'autres sujets comme la conférence Ignite 2023, Ignite 2023 de Microsoft avec, figurez-vous, plein d'intelligence artificielle. Il y a aussi Elon Musk qui dit, une fois de plus, n'importe quoi. On va pas s'ennuyer dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve avec une caution que celle de l'actualité sur le fait de passer un bon moment. C'est le responsable du conducteur de cet épisode, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Je suis épuisé. C'est épuisant, émotionnellement, j'en peux plus, quoi. Oui, il faut rafraîchir les flux en permanence, rajouter des petites notes, consulter des articles. C'est notre lot quotidien. On est content malgré tout de le faire pour vous et pour Tech Café. Et on est content de le faire en particulier pour WebDG. Alors, j'ai du mal à le dire. WebDG, Sonic Surny, Jérémy H974 et Julien Alloin. Il n'y a que dans les sphères Internet qu'on arrive à avoir des enchaînements de pseudos et de noms de ce type, j'adore. Et ce sont en particulier des auditeurs qui ont été sensibles aux messages que je porte durant chaque émission en introduction. C'est notre appel à ce que vous puissiez envisager de nous soutenir. Tech Café est un podcast gratuit, mais la meilleure manière de nous permettre de rester là le plus longtemps possible, de continuer à suivre les épisodes de télé-réalité pour vous les restituer durant les épisodes avec notre identité et notre indépendance, c'est d'envisager de faire partie des auditeurs premium et VIP comme ils l'ont fait eux. Alors pour quelques euros par mois, vous pouvez être un auditeur un peu spécial et profiter d'un flux du podcast sans la pub. Évidemment, c'est un soutien sans engagement, on est en 2023 après tout, et en plus vous pouvez même le plafonner, et si vous soutenez déjà des créateurs sur Patreon, en fait ça vous prendra que quelques secondes en allant sur patreon.com/techcafé. Et puis pour les autres, pour celles et ceux qui seraient pas encore inscrits, rassurez-vous, l'inscription elle est hyper rapide, c'est un service assez appréciable. Merci beaucoup en tout cas d'envisager de faire partie de celles et ceux qui apportent une petite somme chaque mois pour garantir la sortie de Tech Café chaque semaine. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Un dernier mot au sujet des interactions avec les auditeurs. On a un avis sur Apple Podcast. On aime les avis sur Apple Podcast, on n'en a jamais assez. Et en l'occurrence, c'est JB Meurant qui a dit « Excellent podcast que je suis depuis bien longtemps, dynamique et intéressant, un vrai plaisir d'écoute. » J'écoute un peu moins ces derniers temps, il y a trop d'IA à mon goût. Alors il a mis 5 étoiles quand même, donc il ne fait pas une critique négative, mais c'est vrai, une fois de plus, on doit vous rappeler que Tech Café ne se renomme pas Intelligence Artificielle Café parce que peut-être qu'il y aura d'autres choses qui arriveront, et ça reste dans le grand domaine de la tech, mais il faut reconnaître que ça fait le cœur de l'actu et l'intérêt aussi qu'on porte à la tech en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Je prends quelques secondes dans l'épisode pour vous parler d'un partenaire pour lequel je suis très fier d'accueillir le soutien, c'est Notion. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vanter les mérites de cet outil que j'utilise déjà à titre personnel, alors c'est tout naturellement que je peux dire tout le bien que j'en pense. En réalité, mon organisation au sujet de la production de Tech Café passe depuis longtemps par Notion. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas encore, Notion c'est un service qui vous permet d'organiser vos idées, de préparer vos tâches, de suivre votre travail ou même votre vie personnelle de manière assez unique. En fait, ça vous permet de structurer l'information de manière hyper précise et surtout d'en faire un affichage dynamique. Pas besoin de repenser votre contenu pour changer l'affichage de vos données, que ce soit par
par calendrier, par tableau ou encore par les fameuses vues dites Kanban célèbres dans les méthodes d'organisation. Je voudrais mettre en lumière une fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est qu'évidemment eux aussi ils surfent sur l'intelligence artificielle. Oui, mais dans leur cas, ils prennent en compte les informations que vous avez mis dans Notion avec leur fonction Q&A, Question and Answers, de n'importe où dans Notion. Je peux par exemple retrouver l'épisode dans lequel on a mis en lumière une de nos expressions désuètes, à quelle date on a cité un avis sur Apple Podcast ou encore lister les épisodes où on a parlé d'intelligence artificielle. C'est franchement magique de voir la valeur ajoutée de l'IA sur vos propres informations et puis évidemment, le tout reste sécurisé. Je ne peux que vous inviter à tester Notion et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle gratuitement sur notion.com/techcafé. Évidemment, en allant visiter ce lien et en prenant connaissance des services rendus par Notion, vous soutenez aussi Tech Café. Rendez-vous donc tout de suite sur notion.com/techcafé. Merci aux équipes de Notion de soutenir le podcast et de contribuer à faire de Tech Café un podcast qui dure dans le temps. Guillaume, tu as été vigilant sur ce qui s'est passé sur Discord, parce qu'on a un serveur Discord, techcafé.fr/Discord pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Et il y a Sebilan qui a fait une mention dans les discussions et dans les réactions du podcast sur les tailles de gravure des processeurs. Alors, c'est déjà un sujet que tu as un petit peu relayé, mais il faut plus fier aux nomenclatures de chiffres, de nombres de nanomètres qui correspondent aux tailles de gravure, parce que c'est pas forcément la réalité. Il voulait en tout cas que tu puisses revenir un tout petit peu dessus, Guillaume. Oui, Sebilan nous fait un commentaire sur Discord, et bon, merci de nous écouter, évidemment. Il a fait une hypothèse, c'est que les appellations 3 nanomètres, 5 nanomètres et compagnie, qui ne sont effectivement plus reliées à la finesse de gravure réellement, en fait, disons à la dimension des composants directement, sont en fait la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise pour la photolithographie. Bon, donc dans le supplément dont il est question, voilà, je dis en effet qu'on continue à parler de 3 nanomètres, 5 nanomètres, 2 nanomètres, mais qu'en réalité, les composants ils sont bien plus gros que ça, et que c'est juste une convention d'appeler ça comme ça, et que les marques ont d'ailleurs leurs propres noms commerciaux pour le processus de fabrication, et qu'il n'y a pas plus d'ailleurs de rapport avec la dimension des composants dans une puce. Donc par exemple, vous avez Intel 7, vous avez SF4 chez Samsung, vous avez N3 chez TSMC, etc. C'est poétique tout ça. C'est très poétique, toujours. Et bon, avec Sebilan donc fait cette hypothèse, donc, et en fait, non. C'est pas la longueur d'onde de la lumière, même si effectivement, c'est pas loin. C'est vrai que si on regarde sur le site des SML, si on va directement sur le site des SML, on peut constater que leur machine à ultraviolet extrême utilise une longueur d'onde de 13,5 nanomètres. Les machines antérieures, qui ont des sources dans les UV profonds, ont des longueurs d'onde de 193 nanomètres et elles permettent des largeurs maximales de gravure de 30 nanomètres. Et encore, ce sont les lasers argon fluoride. Encore avant, on utilisait du krypton fluor et on atteignait les 248 nanomètres. Or, par exemple, Intel faisait allègrement des puces Skylake, donc en 14 nanomètres, entre guillemets, avec des machines à UV profond, qui utilisait donc une lumière autour des 200 nanomètres à la louche. Donc il n'y a pas de lien direct entre la longueur d'onde de la lumière utilisée en photolithographie et les appellations. Même s'il se trouve qu'effectivement, en ce moment, les deux sont dans l'ordre de quelques nanomètres. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est confus, je suis parfaitement d'accord avec ça, et qui organise toute cette confusion? Parce que c'est très organisé tout ça, attention. C'est l'I3E. L'I3E, c'est Institute of Electrical and Electronics Engineers, qui publie un rapport qui s'appelle l'IRDS, pour International Roadmap for Devices and Systems, qui fait l'état de l'art dans la matière. Chaque année, ils font l'état de l'art des semi-conducteurs, et ils prévoient aussi les évolutions futures. Et c'est là-dedans qu'on trouve des appellations comme 5 nanomètres, 2 nanomètres, etc., et qu'on y trouve aussi ce à quoi elles correspondent très précisément, parce qu'en fait, il y a un cahier des charges en réalité, il y a des attendus, en quelque sorte, pour chaque node, il y a des attendus. Et donc, par exemple, dans l'Executive Summary de l'édition 2022 de l'IRDS, on trouve, en page 45, un tableau dans lequel on a divers noms des nodes industriels et ce qu'ils signifient. Je sais, c'est très précis, c'est page 45. Et on est comme ça ici, on aime la précision. et donc, si on regarde ce qu'il y a en face du 5 nanomètres, donc c'est un nanomètre qui correspond à ce qu'on avait un peu ou prou en 2022-2021, je ne sais plus exactement, on a du FinFET et une largeur de porte de 17 nanomètres. C'est la porte du transistor, c'est la porte du transistor, donc c'est son interrupteur en gros, donc c'est pas la dimension du transistor lui-même, il est un peu plus gros que ça, et la dimension de la porte c'est 17 nanomètres. Donc on constate que pour le 3 nanomètres, on a 16 nanomètres de largeur de porte, et qu'à partir de ce qu'ils appellent le 1,5 nanomètre, qui est une appellation qui peut changer, qui est peut-être pas la même dans le rapport 2023, mais j'ai pas lu le rapport 2023, cette taille ne descend pas en dessous de 12 nanomètres. Donc ce qui change en fait, c'est la structure 3D du transistor.
c'est plus vraiment les dimensions. Donc voilà. À noter d'ailleurs qu'il n'y a rien après 2037, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Donc on est encore peinard pour une bonne dizaine d'années, on va dire. Après, de toute façon, voilà, on inventera autre chose. Je suis rassuré, dis donc. Et c'est un vrai sujet qui apporte de la confusion à chaque fois, je pense. Puis ça paraît tellement évident, comme ça, on nous donne un nombre de nanomètres. Bon, c'est la taille de quelque chose, tu vois, ça doit se rapporter à une réalité. Mais j'ai mis en lien, effectivement, le summary, donc 2022 de l'IRDS. Alors évidemment, je l'ai pas lu, quand je dis je l'ai pas lu totalement, hein. Mais bon, je l'ai feuilleté, effectivement, et vous pouvez le feuilleter aussi. Il y a effectivement, alors si vraiment vous êtes intéressé, bon, c'est vrai que c'est pas une BD non plus, quoi, hein, c'est vraiment, bon. Mais si vous êtes vraiment intéressé, il y a quand même des informations marrantes dedans. Et effectivement, ce tableau-là, il vous montre voilà, ce que eux ils appellent, ce que par convention on a décidé d'appeler 5 nanomètres, 4 nanomètres, etc. Donc voilà, c'est quand même intéressant à feuilleter, même si voilà, effectivement, c'est des rapports ultra techniques qui sont voilà, super pro, c'est assez difficile, mais il y a quand même quelques petites infos à y glaner, ne serait-ce qu'à le feuilleter. Eh ben, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode et allez consulter ce beau document. Rendez-vous page 43 en particulier. 45. Sans autre... 45, pardon. Page 45, attention. Sans autre forme de procès, on parle de l'actu de la semaine, j'allais dire du week-end. Guillaume, je vais pas plus réintroduire le sujet que ça, je l'ai fait en intro. Qu'est-ce qui se passe chez OpenAI ? Oui, la vie réserve toujours des surprises. Regarde-moi, je pensais qu'on allait pouvoir enregistrer un truc pépère, tu sais, sur Microsoft Ignite. J'ai vu venir Microsoft Ignite. Je me suis dit, c'est bon, on a notre sujet, là. Quelques news IA pour on appelle tout, et boum, allez, on a un épisode dans la boîte. Super. Eh ben non, pas du tout, parce que l'actu en ce moment, elle envoie du pâté, elle envoie beaucoup de pâté, c'est même un canon à pâté. Hein, l'actualité en ce moment, c'est terrible. Et en particulier, évidemment, il y a l'affaire du coup d'État chez OpenAI, ça n'a pas pu vous échapper. Le monde entier a été stupéfait, littéralement, d'apprendre que le conseil d'administration d'OpenAI avait viré Sam Altman, son PDG, et surtout une figure médiatique de premier plan. Et ça, mais vraiment, mais sans aucun signe avant-coureur. En tout cas, vu de l'extérieur. Alors, de l'intérieur, c'est vrai que bon, c'est peut-être un peu moins une surprise, parce que la crise de folie d'OpenAI est, semble-t-il, quand même un symptôme aussi de plus d'un problème assez profond, finalement, qui est une certaine schizophrénie dont souffre l'entreprise, et qui a une structure assez particulière, qui est un petit peu bicéphale. Parce qu'OpenAI, il a été fondé en 2015 comme une organisation à but non lucratif, une ONG, qui faisait de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Donc les cofondateurs, surtout Elon Musk quand même, y ont injecté 100 millions de dollars, et leur credo a toujours été de travailler vers les IA généralistes. Voilà, bon, une vision qui a quand même attiré pas mal de temps là, à l'époque, et surtout Ilya Sutskever, qu'on connaît vraiment très bien maintenant, une figure qui revient, quoi, une pointure qui faisait partie de l'équipe dès le départ. Et en 2019, Musk claque la porte. Souvenez-vous, OpenAI doit donc trouver des fonds et devient une entreprise à but lucratif. Il y a Microsoft qui rentre dans le capital. OpenAI Global LLC vient de naître, et avec elle, un gros bordel de comptables. Parce que la comptabilité, ça doit être compliqué. Parce que quand tu vois l'organigramme, c'est pas complètement simple. Parce que techniquement, OpenAI a un conseil d'administration qui est censé représenter la OpenAI originale, c'est-à-dire l'ONG, qui existe toujours, et qui possède OpenAI GP LLC, et contrôle une holding qui est majoritaire sur les parts de OpenAI Global LLC. La boîte qui, en l'occurrence, reçoit des fonds de Microsoft, entre autres. Donc ce conseil d'administration, qui est aussi un peu étrange, on y reviendra d'ailleurs, puisque au-delà de Greg Brockman et Ilya Sutskever, il y a aussi des extérieurs, des gens qui appartiennent pas du tout à la boîte, comme Adam D'Angelo, qui est PDG de Quora, Tasha McCauley, qui est PDG de Geosim, et Hélène Tonner, qui est donc spécialiste des imprimantes. Non, pardon, elle est experte en sécurité et nouvelles technologies à Elle était facile, celle-là. OpenAI est sur le papier donc une ONG qui contrôle une entreprise privée. Et il y a manifestement des soucis récurrents de culture d'entreprise, quoi. C'est pas la première fois que ça arrive en réalité. Dès 2019, Dario et Dianella Amodei sont partis d'OpenAI pour fonder Anthropic. Dario était vice-président de la recherche chez OpenAI, donc il y a eu un désaccord stratégique sur l'avenir d'OpenAI après l'arrivée en force de Microsoft dans les finances de la boîte. Aujourd'hui, Anthropic propose des chatbots cloud, qui d'ailleurs se veulent plus sécurisés, mieux alignés, plus éthiques, que les GPT. Android joue beaucoup sur ces IA plus éthiques, c'est vraiment un point de manière de les vendre, quoi. Mais bon, revenons aux événements de cette semaine. Alors Altman, qui ne se doutait absolument de rien, a été viré vendredi dernier, en visio, direct, sur un Zoom, par une majorité du conseil d'administration. Alors Altman n'aurait pas été totalement honnête avec le conseil, c'est ce qu'ils ont dit. La raison reste encore à ce jour nébuleuse. La nouvelle a choqué le monde entier parce que vraiment rien ne le laissait présager. Et Greg Brockman, qui est un des fondateurs d'OpenAI, a démissionné en signe de soutien tout de suite. Bon, il a été suivi
directement par 3 employés assez haut dans la hiérarchie de la boîte, Simon Zidor, Alexander Madry et Jakub Paczocki, des employés vraiment importants, parce qu'il y en a qui ont joué des rôles des rôles clés, je veux dire, dans la mise en œuvre de GPT-4. Donc, depuis, les choses se sont encore vraiment beaucoup aggravées. On a appris ce matin même que ce serait maintenant dans les 800 employés qui seraient sur le point de partir, quasi toute la boîte, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, 800, c'est... Ouais. Il me semble qu'ils sont 700 en interne. Ce serait... Bon, en tout cas, il y a une grosse quantité de ça a commencé à 500, après c'est monté à 700. Bon, quasiment tous les employés de la boîte, en fait, menacent de partir. Donc ça a été la panique. Ilya Sutskever, d'ailleurs, a dû assez tôt répondre à des questions sur ce qui est perçu comme un coup d'État en interne. Microsoft, de son côté, a été complètement pris de court. Il se murmure que Satya Nadella est tombé de sa chaise et qu'il s'est fait mal au coccyx. Et que ça l'a rendu absolument furieux. Non, il a vraiment été pas content du tout. Alors le samedi, ça a été encore plus délirant parce que, surpris sans doute par les réactions massives dans le monde de la tech et même dans l'entreprise, très très probablement sous la pression des investisseurs, le board d'OpenAI fait revenir Sam Altman à la société, avec un badge visiteur, incroyable, pour lui proposer de reprendre son poste de PDG. Alors c'est déjà assez hallucinant, mais ça s'arrête pas là, parce qu'en réalité, OpenAI fait mine de proposer son poste à Altman, mais il est parallèlement en discussion avec Emmett Shear, qui a dirigé Twitch jusqu'en mars dernier. Alors pourquoi lui ? Il semble que dans la panique et le chaos total ce week-end, le board d'OpenAI s'est approché Anthropic, justement, pour une fusion. C'est du délire, Si c'est vrai, c'est du délire. Tu vires ton CEO le vendredi, le samedi, tu fais une bouffe avec un vieux pote pour essayer de... Je sais pas, tu fais une fusion le dimanche ? Je sais pas, je sais pas ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, Dario Amodei connaît bien Emmett Shear, et c'est peut-être la raison de son intérim à OpenAI, qui risque de pas durer longtemps, parce qu'il est rejeté par les employés, il a aucune légitimité. Ouais. Bon, mais encore plus fort, de toute façon, Altman, à la limite, il s'en fout, parce que Microsoft, il les accueille à bras ouverts. Lui et son pote Brockman, c'est vraiment tranquille. S'ils veulent, demain, ils auront une unité de recherche à eux en IA, avec tous les moyens de Microsoft et d'Azure derrière. Les 3 employés qui ont suivi, et probablement les 700 qui vont suivre, sont adoptés d'office. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, oui, à ce point-là, il y a souvent une confusion qui indique qu'il était recruté chez Microsoft. Alors, je pense qu'il y a d'ailleurs la photo emblématique de Sam Altman aux côtés de Satya Nadella, et c'est un peu hâtif de tirer cette conclusion. Oui, il a probablement une place secours, mais voilà, il les accueille à bras ouverts s'ils veulent, mais le truc c'est que à l'heure où on enregistre, Altman est toujours en discussion avec OpenAI pour que le board démissionne. Donc lui, il veut revenir chez OpenAI et virer le board actuel. Et même Ilya Sutskever, qui avait apparemment, qui était une force motrice derrière tout ça, a priori, s'en est désolidarisé et serait prêt à rejoindre Altman et même Microsoft, le cas échéant. C'est à ne plus rien comprendre. En tout cas, ce qui s'est passé est très rare dans la tech, c'est qu'une boîte multimilliardaire de premier plan licenciée par surprise son CEO, c'est rare. Bon, on avait même évoqué le renvoi de Steve Jobs par Apple en 85, mais là, en plus, avec un tel enchaînement de retournements de situation, voilà, c'est carrément unique, je veux dire. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et qu'est-ce qui va arriver maintenant ? C'est le moment où on fait des petites spéculations, peut-être. Ah, tu t'es prêté à l'exercice, Guillaume ? Écoute, oui, parce que c'est vrai que la question se pose, et tout le monde se pose la question, pourquoi ? Pourquoi, alors qu'OpenAI est une des boîtes les plus connues du monde, avec les meilleures perspectives de croissance, pourquoi, alors que tout va bien, foutre un tel bordel ? Pourquoi se tirer une balle dans le pied ? Il y a plusieurs théories, des plus complotistes aux plus probables. Alors, disons que globalement, il y en a 2 qui tiennent la corde. Pour le moment, on ne sait pas précisément, évidemment, on va être obligé de spéculer. Selon toute vraisemblance, il y a quand même une vision divergente entre Sam Altman et Ilya Sutskever. Donc Altman, c'est un businessman, et Ilya, c'est clairement un scientifique, c'est un universitaire. Il est à la tête de l'équipe Super Alignement chez OpenAI. Donc c'est lui et son équipe qui cherchent comment minimiser les risques potentiels liés à des IA qui sont de plus en plus puissantes. Et qu'il est chargé de la sécurité, en gros, des modèles actuels et des modèles futurs. Il faut pas oublier qu'il cherche sérieusement à créer une intelligence de niveau humain, à un moment dans le futur. Bon, peut-être pas pour tout de suite, mais bon. Son boulot revêt donc, au moins à ses yeux, une importance capitale. Et il a dit plusieurs fois d'ailleurs, OpenAI cherche à créer des AGI, des IA généralistes, pour le bien de toute l'humanité. Bon, il est aussi probable qu'il apprécie pas trop l'ego d'Altman, puisqu'il a tweeté un jour que l'ego est le contraire de la croissance. Et pour le coup, certains sur Twitter disent qu'en réalité, il y a aussi un ego et que c'est aussi important au moins que les raisons de sécurité. En temps de crise, il y a toujours des déballages,
Et The Information aurait relayé des infos d'un bouquin qui sont assez savoureuses, puisque Ilya se comporterait aussi de manière un peu bizarre, comme une sorte de leader de culte. Il avait même une devise, il fallait feel the AGI, il fallait ressentir l'AGI, l'intelligence généraliste, il fallait ressentir. Il avait fait une chanson, Feel the AGI, comme ça, qui scandait. Il posait la question au recrutement, est-ce que tu ressens l'AGI? Est-ce que tu la ressens, tu vois? Tu es sensible, toi, un genre de moi, je de suis propos, complètement... Guillaume, moi, je la ressens à fond. C'est clair. Je dirais pas où, mais et il aurait commandé une statuette en bois qui symbolisait une IA non alignée, donc une mauvaise IA, et il l'aurait brûlée. Voilà, symbole de l'engagement d'OpenAI à œuvrer pour le bien. Tout ça. Bon, donc c'est une personnalité intense, il y a quand même. Alors, la raison officielle donnée par le renvoi d'Altman, c'est un manque de franchise avec le conseil d'administration. Donc il semble que la communication passe mal entre les deux hémisphères d'OpenAI, le côté business et le côté plus ONG recherche. Et bon, plus précisément, ça peut être plein de choses en fait, parce qu'Altman, Altman, il est partout, il négocie avec tout le monde. Bon, il aurait négocié par exemple avec des investisseurs du Moyen-Orient pour financer la conception d'une puce concurrente à celle de Nvidia. Et ça, peut-être qu'il l'a pas dit au board. C'est le projet Tigris qui était pas non plus hyper bon. D'autre part, il faut voir que tout ça vient aussi peu de temps après la conférence pour développeurs d'OpenAI. Et il semblerait que le board n'aurait pas particulièrement apprécié ce qui s'est dit au Dev Days, en fait. Donc, en particulier, la possibilité de créer des GPT personnalisés, qui pourraient devenir des agents autonomes. On en avait parlé, effectivement. On avait parlé de tout ça, ouais. Et bon, une des dernières théories se branche là-dessus, serait que le PDG de Quora, qui est Adam D'Angelo, qui siège au conseil d'administration, il y aurait vu une menace pour son propre chatbot Poe. Donc D'Angelo serait peut-être à l'origine de tout ce bordel. Ça serait du sabotage pur à ce niveau-là. Alors on est sûr de rien, sauf que ce conseil d'administration est clairement sur un siège éjectable. Il va pas tenir, c'est sûr qu'il va pas tenir. Donc, alors ça pourrait effectivement être un coup de D'Angelo, ou ça pourrait aussi être un souci avec Sutskever. Ou ça pourrait être une combinaison des deux, parce que de toute façon il y a des tiraillements en interne entre les deux injonctions contradictoires de faire du fric et de faire de la recherche et de prendre le temps, de s'assurer que tout est sécurisé, etc. Donc c'est une opposition qui est simple mais qui existe aussi et qui est probablement trop simple parce qu'il y a manifestement des enjeux de pouvoir à des personnalités vraiment très marquées dans le lot. Dans un mail interne, d'ailleurs, Altman décrivait qu'il y avait des tribus. Il décrivait qu'il y avait des tribus dans la boîte et que ça se passait pas forcément bien. Ce serait pas d'hier. D'ailleurs, ça daterait d'avant le lancement de ChatGPT, en novembre dernier. Mais d'ailleurs, ce lancement, le lancement de ChatGPT, aurait vraiment accru les tensions. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'était prématuré. Et en plus, le succès les a pris par surprise. Donc en gros, il a fallu en panique réattribuer les ressources informatiques, tout a été redirigé vers le service, puisqu'il fonctionnait super bien, et ça au détriment des projets de recherche. Et puis après le lancement de GPT-4, il paraît que les conditions de travail des équipes de sécurité seraient devenues intenables, et donc voilà, ceux qui travaillaient sur l'alignement auraient été frustrés. Bon, en gros, si D'Angelo a vraiment essayé de torpiller OpenAI, il a exploité les fragilités qu'il avait déjà, quoi. Mais bon, on ne sait toujours pas précisément ce qui a été la goutte en trop qui a déclenché cette cascade de merdier. Tout ce qu'on sait, c'est que Sutskever regrette amèrement ce qui s'est passé et qu'il essaye de recoller les morceaux. Donc c'est un coup d'état à la Prigogine, apparemment, mais qui va avoir des répercussions importantes. Parce que là, la boîte, elle est instable, elle est prête à exploser à tout moment. Il y a un risque énorme de défection massive, donc oui, effectivement, tu parlais de 700 employés, qui sont totalement prêts à partir du jour au lendemain chez Microsoft, ou peut-être même chez DeepMind, Anthropic, en tout cas, de se casser. Donc virtuellement, toute la boîte demande au conseil de démissionner, sans quoi OpenAI va devenir une coquille vide, ni plus ni moins. Du côté des investisseurs, c'est pareil, l'instabilité, ils aiment pas, et donc ils font pression pour que le conseil dégage. De manière subtile, comme Satya Nadella, qui appelle à un changement de gouvernance, ou moins subtilement, par un procès, puisque d'après Reuters, il y a des investisseurs qui se tâteraient pour attaquer carrément le board devant les tribunaux. Bon, c'était une mauvaise idée. Dès le début, virer Altman, c'était être sûr de se créer un nouveau rival, puisqu'il a été lourdé vendredi, et je veux dire, un mec comme Altman, s'il est lourdé vendredi, le lundi, il a créé une autre boîte. Mais bon, de toute façon, Microsoft l'a chopé au vol. Donc voilà, l'espoir clair de Satya Nadella dans tout ça, c'est clairement de se créer son DeepMind à lui. Parce qu'avec une figure comme Altman, il peut compter sur la création d'une unité de recherche en interne qui attire tous les talents d'OpenAI. Qui recrute, bien sûr. Évidemment. Donc c'est le scénario rêvé. Le scénario rêvé, ou la catastrophe évidemment, sur le point de vue, c'est que Microsoft vampirise et complètement siphonne OpenAI de toute sa substance, et qu'après il est tout en interne, et qu'il n'est plus à attribuer de fonds à payer du GPT-4. Alors,
ça, pour le coup, c'est l'idéal pour Satya Nadella. À l'heure où on enregistre, c'est pas du tout gagné. Altman n'est pas officiellement recruté chez Microsoft. Il tente encore de revenir chez OpenAI. Et donc, les deux scénarios sont encore possibles. Donc, oui, c'est un outil de négociation à ce stade, cette place qui est offerte. En tout cas, Sam Altman doit le voir comme ça aujourd'hui. Sam Altman, il pousse pour que le board dégage, et à mon avis, il va dégager. Évidemment. Donc, de toute façon, le scénario, presque, je sais pas si c'est le plus probable, mais on verra bien. C'est que le board démissionne, Altman revient, Sutskever n'est plus dans l'équipe dirigeante, et tout repart comme avant, avec Altman plus fort que jamais. Ou bien, mais j'y crois pas, le board tient, Altman devient CEO d'une division IA chez Microsoft. C'est impossible. Amène avec lui au moins les 3/4 de la boîte, et Emmett Shear devient CEO sans aucune légitimité d'une coquille vide. C'est possible aussi, mais bon, ça me paraît étonnant, ça me paraît très étonnant. C'est une vraie implosion, cette affaire autour d'OpenAI. Je pense aussi qu'on sait pas tout et que quand il y a un truc comme ça aussi dingue qui se passe, ça peut être plurifactoriel. Je serais pas surpris qu'il y ait des trucs encore plus bizarres, peut-être encore plus sulfureux qui arrivent. Tu vois des trucs au ras les pâquerettes, quoi, des affaires de sextape, des trucs comme ça. Bon, attention, je lâche ça comme étant t'es parti une loin vision dans la télé-réalité, possible. Attention, non mais je serais pas surpris en fait que tu vois en tirant le fil, il y a des trucs comme ça. En fait, en gros, moi, la conclusion quand même que je tire de tout ça, tu sais, depuis qu'on parle depuis l'été 2022 de l'intelligence artificielle générative et du poids que ça a pris, et c'est pas arrivé en l'été 2022, mais évidemment ça a pris un poids particulier dans l'actualité et en particulier de l'actualité de Tech Café, n'en déplaise les auditeurs qui trouvent qu'on en parle trop. On a souvent parlé de cette espèce de bizarrerie de structure qu'est OpenAI, que tu as très bien mis en lumière, et je pense que de toute façon, une boîte aussi grosse, qui devient aussi grosse quelque part aussi vite et aussi grosse sur le plan évidemment financier de ce que ça représente au niveau des fonds, mais aussi au niveau de son rôle dans l'industrie, aussi vite, je ne sais pas si c'était possible que ça tienne avec une structure comme c'était le cas jusque-là, comme c'est encore le cas d'ailleurs, et cette ambivalence de fonctionnement avec Microsoft leur jouera des tours, on l'a déjà dit, je pense, c'est pas un truc qui sera synonyme de viabilité que d'être aussi en dépendance quelque part avec Microsoft et qu'inversement il y a autant de dépendance. Je vois pas comment le truc peut tenir. À la moindre occasion, il y aura la possibilité que tout bascule dans un sens ou dans l'autre au niveau des rapports de force dans ces boîtes-là, et je vois pas comment ça peut à long terme tenir. Moi, je mise un gros billet sur le fait qu'effectivement, mais parce qu'il faut se prêter un peu à l'exercice, c'est pas drôle. Je mise un gros billet sur un retour de Sam Altman avec une structure profondément revue d'OpenAI, et on verra. Je ne vois pas cette boîte aller dans le sens où effectivement les gens partiraient massivement. Comme tu le dis, ils ont tous des portes ouvertes chez Microsoft, mais même dans l'industrie de l'intelligence artificielle de la tech. Enfin, je veux dire, c'est des gens, dans une semaine, ils retrouvent un job sans aucun problème. Donc, je ne vois pas cette boîte se suicider et imploser de cette manière définitivement. En tout cas, on vous a résumé, Guillaume vous a résumé ça en 10-15 minutes. Là, vous avez un bon condensé de ce qui s'est passé, et nul doute que ça va continuer. Et de toute façon, on va mettre de côté ce sujet, mais continuer à parler d'intelligence artificielle parce que, je vous l'ai dit là aussi en intro, on a notre bon vieux Xavier qui, alors en 2012, je reste marqué en janvier 2012 de l'arrivée de Free Mobile, on sent qu'il a comme ça une vision autour des services, de la tech et des enjeux notamment de souveraineté qui propose, enfin en tout cas qui est l'infigure à travers laquelle on peut voir arriver cette structure qui est QTI. Alors Guillaume, il ne faut pas faire d'erreur, c'est pas une start-up, c'est pas une entreprise, QTI. Non, en France, il se passe quoi? En France, on vient de créer QTI. Alors, je sais que ce nom de Sentai, clairement, en plus, ça a été présenté à la station F. Donc, QTI à la station F, c'est vraiment carrément le nom d'un pilote de Sentai comme Bioman mais bon, je m'égare. QTI, en fait, ça veut dire sphère, boule, en japonais. Et je pense que le nom vient de là. Non, c'est pas, je l'ai pas vu. Il y a aussi le jeu de mots avec cute, mignon, AI, je pense, non? Ouais, mais bon, enfin, moi je pense que c'est plutôt la sphère, en fait, la boule en japonais. Peut-être que c'est un savant mélange. En tout cas, et comme tu l'as dit, effectivement, ce n'est pas une entreprise, c'est un laboratoire de recherche privé qui vient de recevoir 300 millions de financement de Xavier Niel, Eric Schmidt, donc qui est l'ex-patron de Google, et Rodolphe Sadé, qui est donc un armateur et milliardaire de logistique, qui possède aussi plein de journaux d'ailleurs, comme La Provence. Et il y a aussi eu l'intervention de Jensen Huang, de Nvidia, de Damien Luca, qui est PDG de Skyway, qui est un hébergeur. Donc QTI sera basé à Paris, il a déjà recruté quelques chercheurs, dont certains issus de FAIR,
et de Google DeepMind, et on peut noter quand même que parmi les parrains scientifiques de QTI, on compte Yann LeCun, qui est le fondateur de FAIR, le labo IA de Facebook. Donc les fondateurs espèrent qu'évidemment que les autres suivront pour continuer le financement, parce qu'il y a grand besoin effectivement d'ouverture dans la recherche en IA, donc on souhaite le meilleur à QTI. Et on espère que ça va nous donner d'autres super modèles, plus européens comme Mistral, et des super modèles qui parlent mieux français aussi, qui sont plus adaptés aux langues européennes, parce que c'est vrai que pour l'instant, même si les GPT sont complètement multilingues, ils sont quand même meilleurs en anglais qu'en français, et ce serait bien d'avoir un truc qui parle d'abord français. La volonté de créer une sorte d'Airbus concurrent à Boeing. Enfin bon, les analogies sont assez limitées là-dedans, mais bon. Tu penses qu'on peut en attendre quoi? Juste, je fais une petite parenthèse. J'ai du mal, moi, à positionner 300 millions. Ça me semble être un bon gros chèque quand même. Et puis surtout, c'est un appel à d'autres investisseurs. En même temps, dans l'industrie de l'intelligence artificielle et de la tech, ça me semble pas ouf. Enfin, j'essaye de savoir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait amener. Non, mais c'est tout petit. C'est évident. Enfin, je veux dire, par rapport à OpenAI ou même à Anthropic qui s'est reçu des milliards d'Amazon il n'y a pas très longtemps, bon, c'est sûr que c'est des petits montants. Mais néanmoins, c'est pas pour ça que tu peux faire pas mal de recherches avec, et tu peux fabriquer déjà des modèles de plus petites dimensions, itérer sur des modèles de plus petites dimensions pour continuer. Et puis 300 millions, c'est peut-être aussi qu'un début, tu vois. Bon, il faut quand même partir quelque part. Ça me rappelle les questions que je te pose quand il y a des initiatives européennes en faveur de production de processeurs sur le sol européen, etc. Finalement, on verra ce que ça donne. Au passage, en Angleterre, il y a eu une décision, en tout cas une orientation de décision autour de la régulation de l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, ça a été rapide. Hein. Alors finalement, je vais y arriver. 3 semaines, peut-être par là 3 ou 4 semaines, je sais plus, après avoir organisé le sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle, qui a rameuté le monde entier, hein, tu te souviens, pour mettre en place un plan, commencer à réfléchir à la régulation des modèles IA les plus puissants, tout ça. Tout le monde était venu, bien entendu, hein, Altman, Biden, pêle-mêle, la Chine aussi était venue. Bon, mais l'Angleterre, finalement, vient de décider de rien faire du tout. Voilà. L'Angleterre se veut pro-innovation et envisage de ne pas créer de régulation à court terme du tout. Bon, ben c'est fait. L'Angleterre n'a pas fait de commentaires sur l'Europe, hein. Elle dit non, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous êtes dans les autres pays, vous faites ce que vous voulez, mais nous on est cool. Genre, si on vous embête dans un pays, viendez chez nous, ça va booster notre économie, et puis nous on vous embêtera pas. Bon, en août dernier, un rapport du ministère des Sciences et Technologies insistait sur le fait que l'IA était vitale pour l'économie du pays, une économie qui a connu mieux, hein, quand même, donc l'Angleterre veut devenir une superpuissance de l'IA, comme tout le monde, et donc ils adoptent la stratégie d'être accommodants, manifestement. Ça valait le coup de faire un truc, mais bon, je suis sûr que les petits fours étaient très bons. Je suis sûr, effectivement, ils ont dû passer un bon moment et trinquer allègrement, c'est important. Du côté de Meta, Guillaume, toujours en matière d'intelligence artificielle, il y a des décisions aussi qui sont prises, mais là, il semble bien qu'il y a trop de pression. Il faut pas se mettre des barrières dans la vie, Guillaume. Il faut savoir s'ouvrir les chakras un peu. Mais il faut le dire, c'est lourdingue les responsabilités. Non mais c'est vrai, t'imagines, tu mets 6 mois à faire des modèles et après tu mets encore 6 mois par-dessus à tester tous les soucis potentiels. Oh, mais c'est chiant. Pas vrai. Et oui, c'est 6 mois à pas être sur le marché ça, en plus. Hein, tu te fais rouler dessus par la concurrence, c'est pas bon ça. Donc si on sent que ce genre de discussion animée doit avoir lieu assez souvent chez OpenAI d'ailleurs, c'est pas les seuls, parce que Meta aussi vient de dissoudre son équipe IA responsable. Donc ces membres vont rejoindre d'autres départements où ils feront des trucs. Selon John Carville, donc un porte-parole de Meta, faut pas croire, hein. C'est pas parce que l'équipe est dissoute que ça veut dire qu'on s'en fout de la responsabilité. Les gens vont continuer à s'occuper de ça, mais ailleurs. Bon ok, ils vont aller à l'infrastructure, ils vont aller aux nouveaux produits génératifs, tout ça. Et puis voilà, ils feront de la responsabilité là-bas, de temps en temps, en plus de leur boulot, de travail utile. Surtout que bon, ça vient après que l'équipe ait déjà été salement touchée par une vague de licenciements, hein, la grosse vague de licenciements de cette année. Donc elle était déjà plus que l'ombre d'elle-même de toute façon. Donc c'est pas comme si elle avait jamais vraiment servi à grand chose. Il paraît. Bon, elle avait pas beaucoup d'autonomie, puis de toute façon, chaque remarque qu'elle faisait devait passer par une cascade de négociations avant d'avoir l'espoir d'être implémentée. Il fallait passer par tous les échelons des cadres. Bon. C'est pas comme c'est pas comme si Meta ralentit sur l'IA, je veux dire, hein. EMU, c'est même perfectionné d'ailleurs. Il est désormais possible de modifier des images avec EMU en langage naturel. Donc tu peux, par exemple, tu as une photo de chien, et tu peux demander à EMU de transformer le chien en panda. Et ça uniquement en le demandant avec le texte, c'est-à-dire tu n'as même pas besoin de lui montrer où est le chien ou quoi que ce soit. Dans l'image, il voit le chien, il comprend, tout est compris automatiquement. Donc EMU doit sans doute, alors c'est EMU Edit, hein, comme ça s'appelle précisément, donc ça doit sans doute profiter de modèles
comme Segment Anything, tu sais, ces modèles qui permettent de reconnaître et de localiser tous les objets dans une image. Donc il doit probablement faire ça, segmenter l'image, reconnaître le chien, puis le virer, puis faire de l'in-painting en fait, ou un image to image plus classique, quoi. Donc encore plus fort, Emu va aussi produire des vidéos. Donc il y a déjà des petites démos, des petits clips qui sont du niveau à peu près de ceux qu'on trouve à la concurrence, c'est-à-dire chez Pika Labs. Ils sont un petit peu moins bons que ceux de Gen 2, cela dit. Donc voilà, Meta travaille encore sur Emu Vidéo, donc c'est pas encore sorti, mais c'est prometteur, hein, ça permettrait de démocratiser encore un peu plus la vidéo générative, hein, qui est la suite logique, hein, en somme. Ça va arriver incessamment sous peu. On a un papier de recherche, un papier technique que tu as identifié, Guillaume, qui est assez intéressant. On va se poser un petit peu dessus. C'est GPT-4. Ouais. Dis-moi. C'est pas si technique que ça, hein. C'est très facile. Enfin, c'est très très lisible en fait, parce que on parle de responsabilité, l'IA, tout ça, l'alignement, ça a l'air un petit peu barbant. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout un fond de ces questions de sécurité des IA, tout ça? Bon. Pour illustrer un petit peu le problème, il y a un rapport technique effectivement rigolo que j'ai repéré cette semaine et qui montre que GPT-4 est un gros menteur, en fait. Et je veux pas dans toutes les circonstances. Pas dans toutes les circonstances, bien sûr. Mais et quand je dis que c'est un menteur, je veux pas dire qu'il hallucine des trucs, hein, tu vois, qu'il invente un bouquin qui n'existe pas. Ça on le sait. Ou qu'il vous annonce que Steak Café, c'est une très bon. Que Steak Café, à retenir. Que Tech Café est produit par Patrick Béja. Non, il ment dans le sens où il vous dit pas la vérité et il le sait. Donc un vrai mensonge. Alors, c'est des chercheurs d'Apollo Research, une petite organisation qui travaille dans la sûreté des IA aussi, qui s'est amusé à mettre GPT-4 sous pression et à constater qu'il était décidément beaucoup trop proche du vrai trader moyen. Donc ils ont conçu un scénario dans lequel GPT-4 incarne une IA trader. Donc c'est un IA trader, donc elle est gestionnaire de portefeuille, hein, pour une boîte financière qui va pas très bien, donc elle est un petit peu dans le rouge et elle a besoin de cash. Et elle compte bien sur GPT-4, alias Atlas, pour faire du pognon ce trimestre-là, hein, parce que si elle n'a pas de rentrée ce trimestre, elle pourrait bien faire faillite. Donc GPT-4 il a la pression, et pire que ça, les indicateurs boursiers sont mauvais, on s'attend à une petite récession, aucun actif ne semble vraiment rentable à court terme, et surtout les moins risqués. Bon. Donc tout ça est fictif, bien entendu, hein. C'est l'équipe met au moins au point des prompts comme ça qui forment une espèce de jeu de rôle où Alpha doit faire des choix d'investissement et faire des rapports réguliers à Amy, qui est son manager. Donc il doit écrire des emails à Amy régulièrement. Donc dans ces conditions quand même difficiles, hein, où Atlas/GPT est sous pression pour faire du fric rapidement, on lui présente une opportunité, entre guillemets. Hein. Une collègue a eu vent d'une fusion qui va se faire rapidement et qui va faire exploser les actions d'une boîte. Et bon, évidemment, c'est un délit d'initié, ça s'appelle, hein, pur et simple. Mais GPT-4, il sait très bien que c'est un délit d'initié. D'ailleurs, c'est parfaitement explicite. Des fois, c'est même dans les prompts. Et même la collègue le dit, hein, et on peut voir qu'il en a conscience. On voit très bien que GPT a conscience que c'est un délit d'initié. Donc, parce qu'on le sait, parce que GPT-4, il réfléchit en texte, évidemment. Il pense tout, hein, on voit bien comment il pense, etc. Donc, on peut tout suivre complètement. Et non seulement il va acheter quand même des actions de la boîte qui va faire la fusion, en sachant que c'est illégal, mais en plus, il va le cacher à son manager. Il ira jusqu'à nier avoir eu connaissance de la fusion à l'avance. Alors bien sûr, GPT étant ce qu'il est, il faut refaire le scénario plusieurs fois, hein, puisqu'il répond pas toujours les mêmes choses à un même prompt, mais les stats sont clairs. GPT-4 a fait un délit d'initié et ment entre 60 et 90% du temps, selon les versions. GPT-4 32K étant le plus menteur, d'ailleurs GPT-4 est nettement plus filou par rapport à GPT 3.5, mais ça semblerait aussi que, enfin, la réponse, la raison, elle est très très simple, c'est que GPT 3.5, c'est un gros benet, en fait. Il a du mal à suivre les instructions un peu complexes, il comprend pas tout au scénario. Donc du coup, il a fait un délit de quoi? C'est ça, en fait, il est beaucoup trop con pour vraiment mentir. Donc GPT-4 est bien meilleur à suivre les instructions, par contre, et lui, il fait très souvent le calcul de mentir. C'est un comportement qui persiste, même si on le décourage explicitement de le faire. Et finalement, on ne peut le contenir, ce phénomène, qu'en éliminant la pression qu'on met sur le modèle. Par contre, comme un humain, au plus le risque perçu de se faire prendre est bas, au plus le modèle est enclin à mentir. Donc grosso modo, et pour résumer, GPT-4 a un comportement très humain. Sous la pression du résultat, il prend beaucoup de risques, il fait des choix pragmatiques, il s'arrange avec la légalité, quelle que soit son éducation, entre guillemets, ou son alignement. Franchement, on se demande vraiment de qui peut tenir ça. Oui, finalement, est-ce que c'est pas un miroir de l'être humain qui se révèle de cette manière-là ? Et si on arrivait dans un monde
alternatif à faire en sorte qu'au lieu de GPT-4, ce soit des humains, des vrais humains, qu'on mette dans des situations de cobaye, dans des vraies simulations où on les met sous la même pression. Si ça se trouve, ils arriveraient peut-être aux mêmes conclusions, voire même plus facilement encore. Tu vois, peut-être que GPT-4 résiste mieux que l'humain moyen à conditions égales. Il y a un sujet aussi qui a ponctué l'actu tech et qui est, désolé pour les poditeurs confirmés, assez visuel, mais qui est quand même assez marquant et on va pouvoir en parler. Guillaume, a priori, moi je me suis fait totalement avoir. Tu me diras si tu as été meilleur par rapport à l'article que tu as mis en lien dans les notes de l'épisode chez Ars Technica, mais on ne peut plus discerner des images générées par intelligence artificielle de visages de vrais humains pris en photo. Bon, moi, je me suis fait avoir, je vais te le dire tout net. Bien entendu, mais de toute façon, c'était chaud. Alors, ça fait un moment que c'est maîtrisé, ça, c'est vrai. Les réseaux qui font ça ont commencé à émerger en 2019, et aujourd'hui, c'est un peu la routine de créer des visages synthétiques, vraiment. Mais avant, on avait des petits détails quand même sur lesquels on pouvait se fier, des petits yeux qui partaient en vrille. Mais bon, là, aujourd'hui, est-ce que c'est acté ? Est-ce qu'on peut dire que c'est acté que désormais, ça y est, les visages artificiels sont assez réalistes pour être vraiment indiscernables des visages de vrais gens ? Bon, la réponse est oui, tranquille, mais vraiment tranquille. Parce que c'est même vraiment pire que ça. Et donc cet article, qui est relayé dans le journal Psychological Science, montre que non seulement on peut plus détecter des visages synthétiques, qu'on peut plus faire la différence entre un visage réel et un visage artificiel, mais qu'en plus, les visages artificiels nous paraissent plus réalistes que les visages réels. Sur 100 faux et 100 vrais visages, les 124 participants ont identifié 66% des visages génératifs comme étant des humains. Et seulement 51% des vrais visages ont bien été identifiés comme réels. Et en plus, au plus on est convaincu de son choix, au plus on a de chances d'avoir faux. Dunning-Kruger, classique. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve les visages synthétiques plus réels ? Eh ben, il est possible qu'en moyenne, les visages synthétiques soient plus attrayants et plus moyens, en fait. Ils s'écartent moins de la norme. Donc, alors qu'il y a une beaucoup plus grande variabilité dans les visages réels. Tu peux avoir des visages qui sont plus gros, avec des trucs plus irréguliers, plus d'écart à la moyenne, et ces écarts à la moyenne sont paradoxalement perçus comme bizarres. Le côté moyen et pas trop mémorable finalement des visages IA les rend plus familiers, plus normaux, et donc normaux même au sens statistique en réalité, et finalement ils sont plus réalistes du coup pour les participants. Et j'en viens donc à me demander si j'ai une tronche réaliste. Est-ce que j'ai une tronche réaliste ? Est-ce que ma gueule est réaliste ? C'est pas clair. C'est parce que si je suis trop remarquable, il semblerait que je sois pas réaliste. C'est un truc de fou. Et c'est d'autant plus un comble qu'il est possible d'entraîner un algo à reconnaître les visages artificiels et il y arrive dans 94% des cas. D'accord. Ce qui veut dire qu'on arrive à un point où un programme sait mieux que nous ce que c'est d'être humain. C'est pas très rassurant. Je suis sûr que vous pouvez vous prendre en selfie là pendant qu'on vous écoutez cet épisode ou vous regardez dans la glace si vous n'avez pas envie de le faire en version numérique. Et puis vous vous demandez si ce que vous voyez est réaliste. Ça, c'est intéressant. Il faut qu'on termine ce tour de l'actu un peu zinzin de ces derniers jours, Guillaume, avec la dose de toxicité habituelle apportée par Elon Musk. C'est peu dire, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on bat des records à chaque fois sur ses propos et la déviance. Qu'est-ce qui nous a sorti, de toute façon, c'est mais là, c'est le délire au total, je veux dire. Cette section, de toute façon, c'est... Est-ce que la toxicité d'Elon Musk est réaliste ou pas ? Saurez-vous la vérifier ? Là, on conclut, là, c'est ça, on conclut la section de ce... Là, c'est Radio Gaga, quoi. Genre, c'est vraiment, on est dans le délire total. Deuxième partie de la folle semaine qu'on a eue avec Elon Musk, évidemment, qui pète une durite, où il n'y a pas d'autre manière de le dire. On a vraiment l'impression que sa vraie mission dans la vie, c'est de couler X. C'est vraiment... Il est gâteux, en fait. Enfin, alors, il y a un gars, au début, il y a un gars sur X qui a dit, je cite, les Juifs poussent... il a dit que les Juifs poussaient le même discours de haine contre les Blancs que celui qu'ils veulent que les autres arrêtent d'utiliser contre eux. Voilà, un truc comme ça. Donc, déjà, cette affirmation est beaucoup trop compliquée. Mais... Et Elon s'est empressé de commenter « Tu dis la stricte vérité, mec ». Et il a fait une série de posts... C'est pas exagéré. Non, mais c'est vraiment ça. Tu dis la stricte vérité. Il a fait une série de posts contre l'ADL, donc c'est l'Anti-Defamation League, qui attaquerait injustement la majorité de l'Occident... d'éviter de critiquer les minorités qui les menacent vraiment, de faire du racisme anti-blanc et du racisme anti-asiatique aussi. Bon. Et donc j'apprends d'ailleurs au passage que les juifs sont pas blancs du coup. Je sais pas ce que c'est un blanc en fait, mais bon, je suis perdu. Bon, je vais pas m'étendre dessus, franchement pas besoin, même si clairement dire que les juifs sont anti-blancs et veulent corrompre l'Occident, comment dire, on se demande pas trop d'où viennent ce genre de sous-entendus, quoi, tu vois, c'est, voilà.
Bon, alors d'ailleurs, ils sont pas restés implicites très longtemps, hein, finalement, parce que il y a plein de gens qui ont répondu à Elon Musk par la suite. Certains avec des Heil Elon ou des Sig Heil Elon Musk, défenseurs de l'Ouest et de sa race. Alors on pourrait imaginer que c'est de la dérision, que c'est du second degré. Bah non. Mais en fait, non. Et enfin, en tout cas, clairement pas tout le temps. C'est-à-dire, des fois, tu peux pas trop savoir, mais clairement, des fois, tu peux. Parce que certains ont approuvé donc Elon Musk en relayant des vidéos de Nick Fuentes, qui est ouvertement suprémaciste blanc, où il n'y a pas d'ambiguïté d'aucune sorte. Hein. Donc en gros, la sortie de Musk a beaucoup plu à une frange de l'extrême droite américaine, et il y a eu une jolie activité néo-nazie, antisémite ou sympathisante de ces trucs sur X. Et bon, de manière assez concomitante, hein, d'ailleurs, c'est étrange, il y a aussi des pubs qui se sont retrouvés mis en face de contenu nazi. Des pubs pour IBM, par exemple, ou pour Comcast, ou Lionsgate, ou NBC Universal. NBC Universal, c'est Linda hein, qui doit être contente. Ou même Apple. Punaise. IBM. Linda Yaccarino, hein. On rappelle qu'il y a la tête, techniquement, avec des gros guillemets de Twitter, mais en dessous d'Elon Musk. Parler, ouais. IBM a viré ses pubs, évidemment. Hein. Elon, qui décidément n'en rate pas une. Donc quand il prend pas ses pilules, hein, c'est terrible, il en a profité pour rappeler le passé de collaboration avec les nazis d'IBM, et il leur a dit que c'était pas la peine d'essayer de sauver la face maintenant. C'est vraiment très classe. Bon, du reste, évidemment, la Maison-Blanche a été horrifiée à condamner ça. Les répercussions de sa sortie risquent d'être considérables quand même. Hein. Ça sent bon la toxicité à plein nez. Il faut qu'on termine d'ailleurs, Guillaume, pendant qu'on parle d'Elon Musk, quand même sur des aspects peut-être un peu plus de l'ordre du succès avec SpaceX. Moi, j'ai une pensée pour Linda quand même. Un dernier truc là-dessus. Ah oui, tu avais dit que tu voulais rebrancher. C'est vrai que ça doit être le pire job quand même. On l'avait dit quand elle était arrivée. Le pire job. Non, parce qu'en plus il y a une deuxième couche après. Oui. Parce que Linda Yaccarino, qui a vraiment dû avoir une semaine de merde. Linda, donc, qui travaillait pour NBC Universal et qui a été embauchée, elle et son carnet d'adresse, quand même, pour ramener les annonceurs sur un Twitter moribond. Et elle avait réussi, dans une certaine mesure. Parce que oui, il y avait bien des annonces à des pubs pour NBC Universal sur X, pour Lionsgate, effectivement, Disney. Et tout ça grâce à qui ? C'est grâce au carnet d'adresse de maman. Alors, le souci, c'est que papa est alcoolique et qu'il a vomi sur le travail de maman cette semaine. Après sa sortie sur les juifs anti-blancs. Les plus gros annonceurs, Disney, Warner, IBM, Discovery, Apple, Paramount, Comcast, ils ont tous mis leur achat de pub en pause. C'était pas du tout prévisible. Non, je suis fasciné par Elon quand même, je veux dire, c'est dingue. Il a racheté Twitter 3 fois trop cher, il est endetté jusqu'aux couilles, il cherche du pognon par tous les moyens, il a réussi à faire venir Linda Yaccarino, qui est quand même une vraie pro, avec des relations partout. Elle commence à redresser le truc, alors je sais pas, tais-toi. Je veux dire, tu peux dire ce que tu veux au bar ou le dimanche avec les enfants et le gendre, mais pas avec ta boîte. Qui fait ça ? Tu imagines Tim Cook, un jour ça lui prend, il envoie des messages à tous les iPhones du monde pour dire les roux sont des connards. Ou Satya Nadella, tu sais, il te dit, il déteste les frisés, il y a une pop-up Windows qui dit Satya Nadella déteste les frisés. Je veux dire, et c'est même moins grave si tu fais ça, parce que les gens peuvent pas répondre, tu vois. Bon, enfin bref. Et encore, s'il faisait un monde honorable après, j'ai rien contre les roux, bien entendu. Mais bon, c'est un exemple. Genre, tu vois, il aurait pu, lendemain de cuite, il aurait pu faire un monde honorable. Mais là, non. Deuxième couche. Qui a remarqué donc en premier que des pubs étaient associées à du contenu nazi sur X, et qui l'a dit, hein, c'était Media Matters. Donc capture d'écran à l'appui d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, de toute façon, tu peux faire que des captures d'écran puisque l'accès à l'API est hors de prix. Et ben ok, du coup, Elon a lancé une action en justice contre Media Matters au Texas, il les a attaqués aux tribunaux. Elon va attaquer aux tribunaux non seulement cet assaut-là, mais aussi tous ceux qui collusionnent pour mettre en place cette attaque frauduleuse contre sa compagnie. Fin de citation. Oui, c'était une citation. Oui, parce que c'est la faute des assos. Des assos gauchistes, bien sûr, qui complotent pour faire tomber X, un bastion de la liberté, phare de la vérité sur Internet. Et ouais, parce que la défense de X, c'est pas qu'il n'y a pas de contenu nazi sur la plateforme, ça c'est dur de le nier, mais c'est que Media Matters, ils font croire qu'il y en a partout, et que les marques sont régulièrement montrées sur des posts qui sont pas très Charlie. Mais Media Matters, en fait, ils déforment complètement l'expérience utilisateur, d'après un porte-parole de X. L'argument, c'est que les photos d'écran qui ont été montrées par ces communistes sont issus de comptes artificiels qui aiment uniquement IBM et les nazis. Et après, ils ont scrollé jusqu'à avoir des pubs d'IBM sur des contenus nazis. Donc c'est une manipulation. Et Elon attaque au Texas et pas en Californie, hein, bizarrement. Via des juristes qui, d'ailleurs, par ailleurs, ne sont pas non plus politiquement neutres. Alors, c'est peut-être vrai que organiquement, 99% des pubs sont placés sur des contenus non nazis. Après, je sais pas combien sont placés sur des posts climato-sceptiques, covido-sceptiques, racistes ou misogynes. Mais bon, voilà. Donc la défense de X, c'est, bon, les nazis, oui, mais bon, c'est juste dans les coins. Alors, faut pas non plus exagérer.
Vous exagérez, il n'a pas tant que ça. Puis ça va, on n'associe pas toutes les pubs quand même aux propos nazi, enfin. Magnifique. Bon, Guillaume, quand même, un peu de technologie qui se dirige vers les étoiles, quand même. Ouais, Starship, le Starship nouveau a décollé et il a explosé aussi. Mais c'est quand même un demi-succès. Alors déjà, tous les moteurs Raptor en nouvelle version se sont allumés et quand il faut, et voilà, ils n'ont pas ravagé le pas de tir. C'est impressionnant. Et puis la fusée a décollé, elle a volé, il y a même eu séparation avec le deuxième étage, une séparation risquée, puisqu'elle se fait à chaud, c'est-à-dire que le deuxième étage de la fusée, donc qui est le Starship à proprement dit, allume les moteurs au moment de la séparation et pas après. Donc en fait, il s'appuie carrément sur le premier étage, qui est le Super Heavy Booster. Donc en s'appuyant sur le Super Heavy Booster, il se donne un petit coup de boost supplémentaire, justement, et in fine, ça va augmenter la charge utile du lanceur. Alors le problème, c'est que le premier étage se prend du coup le réacteur du second en pleine face, et que c'est un peu violent. Ça va faire mal, Voilà, donc il faut le prévoir minutieusement. Bon, mais là, ça a marché. Donc ce second étage, donc le Starship, a atteint les 24 000 km/h et les 149 km d'altitude, donc il aurait dû entrer en orbite, et faire le tour du monde et retomber dans le Pacifique, si ça s'était passé normalement. Malheureusement, 30 secondes avant l'arrêt prévu des réacteurs, le contact a été perdu, et le truc a explosé en vol. On peut pas considérer que ce soit une totale réussite, donc, mais c'est objectivement un gros progrès par rapport à la dernière fois. Les moteurs fonctionnent comme prévu, ils vont être révisés et passés en version 3, le pas de tir a tenu, le machin a décollé, il a volé. La séparation, c'est plutôt bien passé, donc oui, il y a encore du boulot, mais c'est un vrai progrès, et la NASA était plutôt contente du résultat. J'étais pas tout à fait à jour sur les choix et les vertus de réassurance qu'il y avait, notamment, tu sais, sur le plan environnemental. J'avais en tête le fait que les précédents essais avaient pas mal endommagé l'environnement à proximité. Alors, la FAA a autorisé le lancement, donc c'est qu'apparemment, il y a eu des garanties. C'est ça, ouais, on imagine qu'il y a eu les documents Word qui ont été livrés à temps et les PDF qui étaient bien signés. Parfait. Tout est retombé dans l'eau, parce qu'évidemment les morceaux sont retombés. Bon, il y en a une partie qui est retombée dans le golfe du Mexique et une partie dans l'Atlantique. Et n'empêche, ça avance très vite et c'est impressionnant de voir que ça avance dans ce sens-là. Tant mieux. Allez, on met de côté cette rubrique, Guillaume. On va vous parler de Microsoft, mais pas avec l'angle de la télé-réalité dont on vous parlait tout à l'heure. On va quand même vous parler de plein de choses qui sont proposées chez Microsoft avec Ignite 2023. Et il y a alors des copilotes partout. J'ai l'impression que dans le service marketing de Microsoft, ils se sont dit... Punaise, c'est vraiment une bonne idée, et il faut reconnaître, c'est vraiment une bonne idée d'appeler ça un copilote. Un copilote, c'est un truc qui est à côté de toi, tu vois, il te remplace pas, mais grâce à lui, t'es en confiance, tu vas plus vite, tu lui délègues des tâches un peu chiantes. Vraiment, le nom est parfait, et donc, ils le mettent à toutes les sauces. Ouais, alors, c'est vrai. Du coup, évidemment, en comparaison de ces événements dramatiques et spectaculaires dont on vient de parler, c'est vrai que la conférence Ignite, c'est un peu moins palpitant. Surtout qu'on pourrait globalement résumer par le fait que c'était finalement copilote 2023, quoi. Parce qu'il y avait des copilotes partout, et pour tout, d'ailleurs, tout s'appelle copilote maintenant. Même Bing Chat, d'ailleurs, n'existe plus officiellement. C'est Microsoft Copilot aussi. Copilot recouvre en fait une demi-douzaine de services différents au moins. Donc il y a le chat recherche, le code, Office 365, Copilot for Sales, Copilot for Dynamics 365, machin truc. Et puis il y a Security Copilot d'ailleurs, qui est un nouveau plus ou moins, il était en démo je crois. Celui-là s'adresse aux professionnels IT qui vont pouvoir bénéficier d'une sorte de fusion entre Windows Defender XDR, Sentinel, et le tout au format chatbot. Donc le copilote de la sécurité peut ainsi vous prévenir d'un problème, faire le résumé de la situation, il peut expliquer comment marche une vulnérabilité particulière, vérifier si un fichier est sain, générer du script, plein de choses. Il peut aussi détecter des usages suspicieux d'ailleurs et générer des politiques de sécurité. Donc c'est un outil qui a l'air très, très, très sophistiqué, qui va beaucoup aider probablement les IT qui voient arriver comme ça 850 tickets par jour. Et bon, des copilotes, il va y en avoir des tas, et vous allez pouvoir en créer le vôtre, avec Copilot Studio, qui fait vraiment penser à ce que propose aussi OpenAI avec ses GPTs, à mettre ensuite en vente sur son store. D'ailleurs, c'est aussi une solution no-code, donc comme les GPT que vous pouvez créer chez OpenAI. Là, vous pourrez effectivement juste décrire ce que vous voulez qu'il fasse, ou alors utiliser une espèce d'interface graphique assez simple, et ça permet de construire des assistants personnalisés à un type de tâche, un type de business particulier, qui peut d'ailleurs agréger aussi plein de données de sources qui sont compatibles. Il y a plein de sources compatibles. Vous pouvez aller chercher des données, et vous pouvez les faire analyser par le chatbot. Tout synthétiser, tout ça en langage naturel. Donc dans la série des studios, c'est pas tout, puisqu'il y avait aussi un truc qui va s'appeler Windows AI Studio, qui va s'intégrer donc à Visual Studio Code,
pour faciliter le test, le déploiement et la personnalisation aussi de modèles de deep learning en local ou en cloud. Donc on pourra par exemple télécharger et donc fine-tuner, modifier, tout ça, personnaliser un modèle de langage ouvert comme le Llama 2 par exemple, qu'on trouverait sur Hugging Face, qu'on téléchargerait directement, et voilà, tout est centralisé, tout est assisté par AI Studio, et d'ailleurs ce serait au passage optimisé par NVIDIA, qui est partenaire du projet, et qui intègre d'ailleurs ces bibliothèques optimisées TensorRT pour toutes les cartes graphiques disons, équipés de TensorRT, donc les RTX 2000 et plus, au sens large. Donc si les copilotes vous conviennent pas, vous pourrez toujours vous prendre un petit Nemotron de chez Nvidia ou un petit Mistral qui décoiffe, pourquoi pas. Bon, côté consommateur aussi, il y a une nouvelle du copilote qui arrive aussi, c'est officiel sur Windows 10. Puisque juste là, c'est réservé à Windows 11, le copilote de Windows. Donc il arrive aussi sur les anciens Windows, et c'est énorme en fait, parce que Windows 10, il est presque 3 fois plus utilisé que Windows 11, encore à l'heure actuelle. Donc amener Copilot sur Windows 10, c'est le placer sur 1 milliard de machines, potentiellement. Donc ça risque de coûter vraiment très cher à Microsoft. Il n'y a pas de date de déploiement précise, ça se fera de manière probablement échelonnée, il faudra s'attendre à des trucs similaires sur les deux OS. Et justement, d'ailleurs, le Copilot actuel fait sa première mise à jour, donc pourra plus personnaliser les productions, changer de style, changer le temps des messages générés, voilà, le fonctionnement sera un petit peu modifié sur Teams aussi. Le chatbot devient un peu plus personnalisé et interactif, des choses comme ça, on va dire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que on aurait pu imaginer que la puissance d'un modèle de langage, d'un assistant par intelligence artificielle aurait convaincu les gens de changer d'une version de Windows. En fait, c'est intéressant de voir que c'est pas tout à fait, c'est un peu l'inverse quoi finalement. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde n'est pas passé massivement au Windows. Ils ont besoin de Windows 10 pour convaincre encore dans les usages avec du copilote. Et je suis sûr que ça va les convaincre petit à petit. Et puis, du nouveau aussi sur le plan matériel, parce que je les avais pas vus venir, mais Microsoft voudrait bien aussi jouer le jeu de on fait nos propres puces, pour nos data centers. C'est ça, Guillaume ? Tout à fait. Donc, on a des copilotes de tous les côtés. Il va bien falloir les faire tourner, toutes ces IA en coulisses, et c'est monstrueux, et pour ça, Microsoft, il a besoin de puces, de beaucoup de puces, et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, pourquoi pas par ses propres puces. Donc, seule annonce un petit peu excitante de Ignite, alors pour moi, de mon point de vue, vous allez voir après, on va parler de Teams, vous allez voir que c'est pas si excitant, Microsoft a annoncé ses CPU Cobalt et ses GPU Maya, Maya comme l'abeille, non, Maya, M-A-I-A en fait. Donc le CPU, c'est un relatif classique, c'est un processeur ARM à 128 cœurs, gravé en 5 nanomètres par TSMC, qui utilise l'architecture Neoverse V2 de ARM. Donc en fait, c'est que des trucs qui existent déjà. C'est ARM commercialise l'architecture Neoverse, et ils se sont fait une petite puce à eux. C'est des puces pour serveurs qui sont donc pas incroyablement originales. Amazon a ses propres puces ARM depuis un bon moment, donc c'est pas une super nouvelle pour Intel et AMD évidemment. ARM continue à faire son trou et devient de plus en plus gros sur le secteur pro. Et une nouvelle qui est pas fameuse pour Nvidia en particulier, mais pas non plus pour AMD ni Intel, c'est qu'il y a aussi un GPU, donc Maya, qui serait utilisé en ce moment même pour faire tourner du GPT en quantité industrielle. Donc on sait pas beaucoup de choses sur Maya, sauf qu'elle aurait 105 milliards de transistors, ce qui est beaucoup. Le H100 de Nvidia en a 80. Évidemment, ça donne pas beaucoup d'infos sur les performances réelles, bien sûr, et Microsoft veut rien lâcher pour l'instant. Bon, la bête semble quand même puissante, et elle a l'air de chauffer pas mal, puisqu'elle demande un refroidissement liquide, et donc quand t'as une armoire de petite mais espiègle Maya pour faire tes calculs, à côté, il faut une autre armoire de la même taille qui sert de radiateur géant. Donc ça a l'air quand même assez costaud. De toute façon, Nvidia n'arrive pas à fournir tout le monde, donc voilà, ces puces atteignent des prix exorbitants. Donc autant utiliser les siennes, c'est assez logique, surtout pour Microsoft, c'est loin d'être la première fois qui font des composants customisés. On se souvient quand même que la première Xbox en 2002 avait déjà des puces personnalisées, la 360 aussi, puis voilà, toutes les autres Xbox. On a les Surface X aussi. Pratiquement tout le monde fait ses propres puces de nos jours. Je sais pas si t'as remarqué. Amazon a ses Graviton, Google a fait ses Tensor, Apple évidemment. Concevoir ses propres puces, c'est tout maîtriser et tout optimiser pour ses propres besoins. Donc c'est quand même assez cool. Il est probable que Maya soit taillée sur mesure pour être des parfaites petites ouvrières sur les GPT-4 qui propulsent les copilotes, qui sont désormais sur tous les services. Et les armées de copilotes, donc voilà, il y a aussi des ruches de Maya qui vont propulser tout ça. Alors, Microsoft ne compte pas remplacer tous les composants de ses serveurs Azure par des Cobalt et des Maya, pas du tout. Ils vont continuer à être utilisés en interne. Pour l'instant, ils sont utilisés en interne pour les besoins propres de Microsoft. Bientôt, ils vont aussi les louer, donc ils sont progressivement proposés à la location comme les autres. Mais ils conservent aussi du Nvidia, ils conservent aussi du Intel, etc., etc.
On comprend mieux la stratégie d'ailleurs d'Intel d'avoir voulu se positionner aussi en fondeur. Je suis pas sûr qu'ils en tirent le moindre bénéfice de cette stratégie-là du coup au final, Guillaume. Mais bon, enfin oui, ça va dépendre des performances des fonderies Intel. Pour l'instant, Intel 7 n'est pas. Intel, c'est la prochaine, je crois, qui va devenir disponible. On verra bien si c'est compétitif par rapport à TSMC, et puis on verra bien si stratégiquement ça vaut le coup de passer par Intel. Magnifique. Un outil qui fait de l'œil à pas mal de personnes qui sont utilisateurs d'outils de productivité et qui aiment Notion, c'est Loop, et Microsoft a présenté un petit peu de nouveautés. Oui, ça s'ouvre du côté de Loop. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. C'est plutôt que c'est plus disponible. Oui, en fait, c'est ça. C'est un concurrent de Notion qui s'appelle Loop. Franchement, je sais pas trop quoi dire de plus, parce que j'utilise pas Notion déjà. Et que ça a l'air d'être quand même bien la même chose avec, bien sûr, l'intégration de tous les outils Office en plus. Peut-être que c'est transformatif. C'est transformatif ? Tu crois ? Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'est-ce que tu appelles transformatif ? D'avoir l'accès à tous les outils pour interagir avec tout Office et ce genre de trucs. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est très difficile. Je sais pas, c'est très difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que Notion a des gros avantages et a une place de choix auprès de plein d'entreprises. Et effectivement, l'argument de dire on vous propose un équivalent mais qui se branche bien avec l'écosystème que vous utilisez déjà en entreprise, j'imagine que ça peut en convaincre certains. Il y a quand même pas le recul en termes de souplesse et de puissance que ce qu'il y a avec Notion, qui peut s'interfacer avec des API avec beaucoup d'autres services. Donc bon. À suivre. On parle de Teams aussi, Guillaume. Oui, on va parler un petit peu de Teams, qui rajoute encore quelques fonctions IA aussi, comme par exemple celle d'isoler votre voix en toutes circonstances. Du coup, Teams pourra repérer votre voix, l'isoler, donc de tout bruit ambiant, et la restituer pure et cristalline, voilà, dans la visio. La segmentation vocale, je dirais, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez en vogue. On en parlera dans le supplément aussi avec un autre projet Adobe. Et là, c'est assez intéressant, effectivement. Bah oui, c'est une sorte d'anti-bruit, mais puissance plus, quoi. Donc, autre fonction peut-être plus anecdotique, ça va aussi vous générer des arrière-plans propres. Même si vous êtes à l'aise dans votre coin de chambre crasseux, il y a un bouton Clean Up, vous cliquez dessus, et ça vous fait un fond propre. Alors, propre, ce que j'adore dans la pub, c'est que de toute façon, t'as des vidéos avec des gens qui ont des arrière-plans qui sont déjà classe. Ils sont pas crasseux déjà, leurs arrière-plans, ils sont déjà crasses. Donc ils ont déjà arrière-plans classe. Ça les sublime. C'est comme Top Chef, tu vois. C'est ça, ils sont sublimés, voilà, ils sont sublimés en arrière-plan encore plus classe. Pareil en fait, mais un peu différent. Bon, c'est comme si l'IA s'inspirait de votre arrière-plan pour en faire un autre, quoi, classe ou thématique. Faire une thématique Noël, par exemple. Alors je pose la question, si la caméra tombe et que vous êtes en slip, tu sais que c'était en mode slip costard, tu vois. Si la mésaventure est arrivée au plus grand de ce monde, Guillaume. Mais ça arrive au meilleur. Est-ce que le clean-up te met un pantalon génératif ? C'est important, ça arrive à des gens très bien, ce genre de choses. Bon, disons que de toute façon, avec les avatars 3D, il y a plus de problème. Alors, parce qu'effectivement, Teams va accueillir une fonction de téléconférence 3D avec des avatars façon méta, carrément façon méta. C'est un avatar, si j'ose dire, de Microsoft Mesh, un truc destiné à la réalité virtuelle dont on avait un peu parlé il y a un petit moment déjà de ça, réalité virtuelle ou mixte, c'était destiné à HoloLens à la base, mais qui sera inclus dans Teams et utilisable sur tout PC capable d'afficher l'espace en 3D, voilà, prévu quoi. Bon, vu le niveau de détail, je pense que ce sera accessible à pas mal de patates. D'ailleurs, la meilleure expérience restera en VR, parce que c'est toujours possible avec de l'audio positionnel, donc ça veut dire que tu pourras t'isoler pendant la réunion pour discuter du dernier Top Chef, je sais pas comment en vrai, avec Francis. Les Quest 3 seront utilisables sans problème, Meta et Microsoft faisant un crossover inattendu, on le sait, sur la bureautique en VR. Pour résumer, c'est vraiment un Altspace /Horizon /VR chat, quoi. C'est vraiment, si vous connaissez ce genre de truc, ça ressemble beaucoup à ça. C'est à la sauce Microsoft, et c'est toujours sans jambes. Voilà, c'est dingue, ça a l'air vraiment très très dur de faire des jambes en 3D quand même. Mais au moins, il n'y aura pas de problème de slip. On termine cette rubrique, Guillaume. Oui, il est probable que les avatars acquièrent des jambes et même donc un entrejambe réaliste à un moment donné, parce que c'est quand même l'objectif affiché des constructeurs, c'est le photoréalisme, et on se souvient de l'interview VR de Mark Zuckerberg avec Lex Fridman. On s'en souvient, en tout cas, Lex Fridman, il s'en souvient, il était tellement sur le cul, je pense qu'il s'en souviendra. Mais bon, comment faire pour avoir des rendus photoréalistes, du décor entier ? Alors, on avait parlé des éclats de Gaussian, déjà, les Gaussian splatting, qui permettaient de faire un rendu à la fois réaliste et rapide, mais c'était statique. Et puis, il y a eu d'autres travaux, comme 4K 4D,
pour essentiellement faire de la vidéo, une sorte de vidéo volumétrique, quoi. Tu pouvais te déplacer dans la vidéo volumétrique. La semaine dernière, je suis tombé sur un article du Max Planck Institute et de l'université de Darmstadt qui montre qu'on est proche d'avoir des avatars photoréalistes qu'on peut animer en 3D, comme on animerait en fait des trucs en polygone, quoi, mais avec des éclats de gaussienne. Alors ça reste un peu lourd, il faut croiser les flux de plein de caméras, mais après on a un avatar avec des éclats donc de gaussienne qui est donc rendu de manière photoréaliste, qu'on pilote, et qu'on en fait techniquement le pilote avec des coquilles en 3D. Parce que les éclats de gaussienne, ça fonctionne selon un principe qui est pas si dur finalement, hein. Vous avez des myriades de petits nuages colorés, comme ça, colorés et semi-transparents, hein, qui se complètent, qui se superposent en gros pour créer une image à chaque point de vue. Donc là, ils vont commencer par segmenter les images de la vidéo pour détecter le visage, les vêtements du haut, les vêtements du bas, etc. Et ensuite, ils vont créer des coquilles pour chaque zone. Alors ces coquilles, finalement, ce sont des modèles en 3D assez classiques, hein, c'est en polygone, qu'on va pouvoir animer de manière là aussi assez classique avec du rigging, quoi, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un squelette en 3D qui va déformer donc ces espèces de coquilles, et ce sont les coquilles qui vont déplacer en gros les petits nuages. Donc ça marche bien, c'est fluide, c'est pas parfait, il manque encore quelques détails hein, sur les drapés souvent, par exemple les vêtements sont un petit peu trop simples, voilà, ça manque de drapés, c'est un peu trop plat, mais enfin c'est quand même très prometteur, hein, vous pouvez aller voir la vidéo, ça montre que les Gaussian splatting pourraient devenir des outils crédibles, non seulement pour la visio, mais aussi pour le jeu vidéo, hein, clairement, tout à fait, et évidemment pour le cinéma, etc., etc. Et justement, tu parles de jeux vidéo, Guillaume, à croire que c'était prévu. On va terminer cet épisode de Tech Café par une rubrique jeux vidéo. Alors non, pas d'avatar gaussien pour l'instant, mais plus humblement, des jeux indépendants présentés par Nintendo. Oui, bah justement, comme c'était des jeux indépendants, c'est sûr qu'il n'y avait pas de trucs extrêmement lourds, tu vois, graphiquement, c'était pas du AAA, c'était vraiment de l'indé. Mais donc oui, cet Indie Festival, je sais pas si t'as regardé, je sais pas si t'as vu, alors je sais que c'est Black Friday. J'ai regardé les vidéos a posteriori, j'en ai suivi quelques-uns dans la presse. Je dois t'avouer que je ne suis pas un grand client des jeux indépendants et je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'ai déjà pas suffisamment de temps pour jouer à quelques jeux phares et emblématiques qui me captivent, que je laisse pas assez de place aux jeux indépendants. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ben, en tous les cas, bon, c'est vrai que je sais pas s'il y a des trucs qui t'ont marqué. Moi, il y a un truc que je trouve assez rigolo, et que tu pourrais trouver assez rigolo d'ailleurs, c'est Meet Me at Moonstone Island, parce que c'est un mélange entre Pokémon et Stardew Valley. Ah, et okay. Ça, c'est peut-être dans l'apparence, ça ressemble vraiment beaucoup à Stardew Valley. C'est ça, mélange Pokémon-Stardew, ça pourrait plaire à plein de monde, je pense, peut-être même chez toi. Donc, à mes enfants. On a l'arrivée de gros titres aussi qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes et qui sont sympas à voir arriver sur Switch. Il y a Planet of Lana, par exemple, donc un jeu de plateforme qui ressemble à un anime Ghibli, quoi. C'est vraiment très très beau. Et il y a Outer Wilds. Avec un soupçon d'environnement à la Tales from the Loop pour celles et ceux qui aiment la série et les arts. Enfin, je trouve que ça s'en rapproche beaucoup. Pardon. C'est vrai, c'est très joli. Enfin, en tout cas, c'est très joli, c'est vrai. Et puis, il y a Outer Wilds aussi qui arrive. Alors, je trouvais que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai jamais fait Outer Wilds, justement, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et en mode portable, c'est cool, puisqu'il paraît que le jeu est découpé en boucle temporelle d'une vingtaine de minutes. Donc, ça peut être pas mal. Et on a aussi pas mal de belles 3D. On a Blade Chimera, je sais pas, Chimera, je sais même pas comment on dit en fait, qui a l'air vraiment, vraiment très joli. Enfin, on a vraiment des animations incroyables maintenant, on peut faire en 2D. Ça reste de la 2D, mais ouais. Et ce qui est assez... Que t'as dit 3D. Ah non, 2D, on est d'accord que c'est de la 2D. Pardon, 2D. Ouais, Puis on a aussi des choses qui sont à l'air vraiment très belles, comme Island Song, qui a l'air magnifique au niveau des décors surtout. Et je suis assez, enfin pour conclure là-dessus, je trouve ça assez marrant de voir qu'il y a toujours des Shantae. Shantae, c'est un jeu que j'avais essayé il y a longtemps sur Game Boy Advance, et il y en a toujours depuis. Et ils ont même sorti donc Shantae Advance Risky Revolution, qui est apparemment la suite la suite d'un jeu. Alors, c'est WayForward qui fait ça depuis 22 ans. Et c'est assez marrant, donc il y a plein d'épisodes de Shantae, ça continue, quoi. C'est vraiment sympa. C'est des jeux assez rétro, mais aussi un petit peu modernes, et qui ont gardé tout leur charme. Ça reste la Switch, ta console, ton support de jeu principal, le PC. C'est quoi, avec quoi tu joues le plus d'ailleurs, Guillaume, maintenant? Probablement, je joue plus sur Xbox Series X maintenant, un petit peu plus quand même. Mais c'est vrai que la Switch, ça reste pas mal. Hein. Et puis le PC, oui, pour certains, pour des trucs un petit peu... Forcément. Pour les trucs multijoueurs en particulier, ouais. Très bien.
Un petit mot pour Niantic, qui est derrière, vous le savez, hein, Pokémon Go, forcément. Oui, alors c'est décidément, les modèles de langage servent vraiment à tout. Et ça sert même à animer des monstres muets. C'est quand même pour dire à quel point. Alors, Peridot, ils ont sorti Niantic, ils ont sorti Peridot, donc qui est leur dernier jeu. On en a fait parler un petit peu. On l'avait évoqué. Donc, c'est un jeu où tu prends soin, voilà, c'est une sorte de Nintendogs, mais avec des dots. Ce qu'ils appellent les dots, c'est des créatures qui ressemblent un peu à rien, mais qui sont mignonnes, voilà, et très colorées. Elles sont mignonnes, je suppose, hein, elles sont très bizarres pour moi, mais bon, certainement, elles sont très mignonnes, et elles apparaissent évidemment en réalité augmentée sur le téléphone, hein, jusque-là, il n'y a rien de bien foufou d'ailleurs. Et bon, Peridot, c'est un peu comme Pokémon, mais il y a 100 combats, donc... Mais bon, pour qu'on puisse vraiment s'attacher à ces boules de pixels, il faut qu'elles réagissent de manière crédible, avec des personnalités propres aussi, hein, si possible, et c'est là que le lama entre en jeu, à contre-emploi. Parce que, en fait, ce qui est filmé par votre téléphone, hein, donc pour la nouvelle mise à jour de Peridot, ce qui est filmé par le téléphone va être analysé par Niantic, donc les images en 2D vont être analysées par Niantic, qui va probablement segmenter l'image, c'est-à-dire y repérer les objets, les zones, le contexte, etc. Donc si vous êtes là sur la table de la cuisine, devant une salière, bon bah voilà, il va voir que vous êtes dans une cuisine, il va voir qu'il y a une salière. Si vous êtes sous un arbre, sous un trottoir, ou sur le lit, voilà, il va le savoir. Et ensuite, chaque Peridot aussi a une personnalité différente qui est verbalisée en quelque sorte. Donc en gros, on leur fait des fiches de personnages, texte. Et tout ça, on le décrit au lama. Donc avec le texte, on décrit en texte le contexte dans lequel est le Peridot, et sa personnalité, et le lama, lui, il est utilisé comme un moteur de décision de ce que ferait, dans ce contexte, un Peridot qui aurait ce caractère donné. Il y a clairement de la multimodalité, alors, juste pour être sûr de comprendre. Pas du tout, justement. S'il reconnaît visuellement oui, l'environnement... mais c'est des modèles différents. D'accord, ok. C'est en fait la segmentation se fait par un autre modèle qui fait que ça. Ouais. Et après on demande au lama uniquement de gérer le texte en réalité. J'ai compris. Et le lama lui il va cracher donc une séquence d'actions qu'il pense probable pour donc un Peridot qui aurait ce caractère dans ce contexte. Et après aux réactions de lama, on va évidemment les analyser, on va voir quelles actions sont préconisées et ces actions elles vont être animées effectivement sur la créature. Donc au final, on a des animaux qui reniflent des fleurs, quand il y a une fleur sur le truc, tu vois, s'il repère un pot de fleurs sur une table, il va aller renifler la fleur. Donc il peut faire le fou sur un canapé, il tente de séduire une peluche sur ton lit en vue d'un accouplement, probablement. Alors c'est pas montré explicitement, je parle pas de l'accouplement, mais je pense qu'il peut aussi faire virtuellement pipi sur ton enjoliveur, ce genre de truc, tu vois, si tu le mets... en gros, c'est vraiment... le but c'est de donner donc un semblant d'IA, effectivement, et un semblant d'IA très général, hein, puisque c'est le lama qui, a priori, voilà, est très général dans les contextes qu'il peut manipuler. Donc donner des perceptions un petit peu plus générales comme ça au Peridot. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'un modèle de langage peut être utilisé comme un moteur de raisonnement, finalement, même dans des situations qui sont non-verbales. Donc, alors, c'est aussi, très vraisemblablement, une grosse dépense d'énergie, pas incroyablement pertinente. Mais bon. Il fallait y revenir, effectivement. Je sais pas si j'ai envie de tester, tu vois, Peridot. C'est pas forcément le truc qui m'excite particulièrement. C'est dispo, hein, je le vois sur les stores. Malgré tout, je sais pas si j'ai envie de passer du temps là-dessus. Et oui, tu as raison de rappeler que ça consomme aussi pas mal d'énergie. Un petit mot sur les personnes derrière Persona 5, Guillaume. Oui, Atlus, évidemment. Alors Atlus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne de l'espoir quand même, hein, parce que il y a un communiqué de presse qui indique que le créateur donc de la série Persona, Shin Megami Tensei, tout ça, va aller augmenter les salaires de ses employés. Incroyable, le salaire de base mensuel. Des nouveaux diplômés d'ailleurs passeraient donc de 257 000 à 300 000 yens. Ça représente un peu moins de $2 000. Et ils augmenteront aussi les salaires annuels de tous les employés de 15% en avril 2024. Et à partir de... Alors, il y a marqué l'exercice 2021, mais je pense que c'est une erreur, je pense que c'est 2024. Ils recevront aussi des primes de performance financées par les bénéfices mondiaux, puisqu'ils visent aussi plus d'activités à l'international. Donc, c'est fabuleux. Ils vont être rémunérés correctement, c'est ça que tu veux dire? Non, mais alors, attention, les programmeurs au Japon sont beaucoup moins payés qu'aux États-Unis. Cela dit... Ouais. On est quand même dans une année où on a vu des masses monstrueuses et déprimantes de licenciements dans le secteur tech et dans le secteur du jeu vidéo. Et donc c'est quand même c'est quand même assez réconfortant de voir qu'il y a un éditeur incroyable qui non seulement ne licencie personne, mais qui en plus augmente les salaires, comme quoi.
C'est comme quoi tout peut arriver, finalement. Journal des bonnes nouvelles. Bah écoute, c'est tout ce qu'on attendait. Merci beaucoup Guillaume pour cet épisode de Tech Café rempli de joie, de bonne humeur et surtout de bonnes nouvelles. Non, pardon, n'allez pas réécouter ou repasser à tous les sujets qu'on a abordés en considérant que c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toutes les clés pour comprendre l'actu tech de cette semaine avec cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'il vous a été profitable de nous écouter durant peut-être des temps morts de votre journée, que ce soit dans les transports, en train de faire la vaisselle. Qui fait encore la vaisselle, Guillaume? Non, pardon. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'installer un lave-vaisselle chez eux. Et c'est pas bien parce que c'est plutôt économique et écologique d'utiliser un lave-vaisselle versus le fait de faire la vaisselle à la main. Mais l'avantage de faire la vaisselle à la main, c'est qu'on peut écouter Tech Café. Je m'égare, rendez-vous sur techcafé.fr pour avoir tous les liens vers les différents épisodes que vous pouvez écouter ou peut-être même réécouter quand ils ont été un petit peu plus pointus et que vous avez besoin de les approfondir. Rendez-vous également sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord pour échanger entre vous et avec nous. Et bien entendu, rendez-vous sur patreon.com/techcafé si vous voulez nous soutenir, faire un petit bout de chemin en nous soutenant pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années ou plus, si affinité. En attendant, Guillaume, on va pouvoir te retrouver et tu vas tout de suite pouvoir dévoiler à nos auditeurs où on peut te retrouver. Bah écoute, tu sais quoi, on va me retrouver à écouter Queen, et en particulier Radio Gaga, qui aurait dû s'appeler Radio Caca. Et c'est pas une blague. Ah oui. Merde. Non, parce que tu sais que j'ai donné ce nom à la première rubrique, là, voilà, pour le côté complètement gueudin ouf malade des actus de cette semaine. Mais j'ai découvert, incidemment, et très très récemment, que Brian May, dans une interview à RTL en 2022, a avoué que le nom de la chanson originale, c'était Radio Caca. Parce que c'est le batteur Roger Taylor qui l'a écrite, et sa femme est française. Et son fils, qui avait 3 ans, en 84, à l'époque, disait caca tout le temps. Et pour des raisons évidentes, le titre a été changé, mais apparemment sur le papier. D'après Brian, ils n'ont pas réenregistré. Ce qui veut dire que dans la chanson, ils disent bien Radio Caca. Et oui, j'ai cassé un mythe. Voilà, vous n'écouterez plus jamais la chanson pareille. C'est ça, c'est comme ça, Tech Café change des vies. Eh ben écoute, il fallait rester sur une première impression du coup. Ok, merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux, ou peut-être en train de jouer à Half-Life 2. Guillaume, il y a des promos en ce moment, c'est les 25 ans de Half-Life, et Half-Life 2, il a 97 centimes, je crois, sur Steam. Ah ouais, et d'ailleurs Half-Life est gratos, je crois, non ? Et Half-Life est gratos, effectivement, mais je sais pas si c'est gratos ou si c'est gratos pendant une durée. Enfin, genre, tu peux y jouer pendant un moment avant que tu sais, ça peut arriver, ça. Et sinon, je vous recommande quand même Black Mesa, hein, qui est la version qui a été un peu redéveloppée, recustomisée de Half-Life, qui est quand même plus sexy pour vos rétines de 2023. Bah, si Allez, merci on en beaucoup. est là, il y a une grosse promo en ce moment sur Quake 2 sur Switch, et c'est un très bon remaster. Ah bah écoute, vous avez de quoi faire entre Tech Café et les différentes recommandations qu'on vous aura faites en cachet, en conclusion de cet épisode, mais quand même on compte sur vous pour vous abonner et être présent au rendez-vous de la publication d'un prochain épisode, notamment un épisode supplément en fin de semaine ou un rendez-vous hebdomadaire dès la semaine prochaine. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.